Je suis né le 9 septembre 1966, la tête à l'envers dans une chambre de l'appartement 14 rue Neuve à Compiègne, à 10 heures du soir. Mes parents étaient contents et voulaient m'appeler Benjamin ou Hugues. Mais mes frères sont intervenus et ont trouvé Sylvain. J'avais les cheveux blonds et bouclés, mais ils sont devenus châtains. Maintenant, ils sont en train de repousser. J'ai les yeux bleus clairs comme papa. Je suis maigre pour mon âge, j'ai un teint blanc et je suis fragile. Tu habites le Jura. Le Jura, oui. Et tu aimes le Jura? Ouais, c'est une belle région, je pense. Tu peux me parler un petit peu de ta vie à Conliège? Tu vis où? Tu vis comment? Avec qui? Ben, je crois que je vis un peu tout seul. Je suis un solitaire un peu. J'aime bien être seul chez moi. Alors Sylvain, on t'a vu pour la dernière fois le 29 mars de cette année, hein. Ça fait un petit peu plus d'un mois. Tout allait bien à ce moment-là. Tu nous as même appris que tu suivais des cours de solfège et que tu jouais de l'orgue depuis 2 ans et demi. Hein. C'est ce qu'on a appris à cette occasion-là, on ne le savait pas encore. Il est un peu secret. Hein. Il raconte pas beaucoup. Enfin, on a appris qu'il jouait de l'orgue, c'est très bien, bravo. C'est bon signe d'un certain côté. Hein. Du point de vue scolaire, comment ça se passe? Sylvain est tombé malade, il avait 12 ans et ceci se passait au mois de septembre 1978. Depuis quelque temps, il était fatigué, il était pâle, il avait des hémorragies sur la peau et ceci a motivé une consultation médicale et puis un envoi dans le service avec un diagnostic présomptif de leucémie aiguë. Et ce diagnostic a été confirmé au début de son hospitalisation et Sylvain a été traité. Son traitement est arrêté maintenant depuis le 15 mai 82, ce qui fait donc bientôt un an, on peut dire pratiquement un an. Hein. Et depuis la fin de ce traitement, il n'y a pas eu d'incident particulier. Non. Tu m'as dit que tu avais écrit un journal. Tu l'as tenu combien de temps? 2 ans, je crois, à peu près. Tu l'écris encore? Non, de moins en moins. J'essaye d'écrire un peu. Et qu'est-ce que tu racontes dans ce journal? Ben, je raconte tout ce qui se passe dans ma journée, mes soins, ma vie, quoi. Ce que j'ai vécu à l'hôpital et puis après chez moi quand j'étais en repos. Et est-ce que c'est parce que tu étais malade que tu avais envie de vivre les choses très très vite? Peut-être. Une leucémie aiguë, c'est une maladie de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'organe où sont fabriqués, normalement, les globules rouges, les globules blancs, et ces petites cellules qui servent à la coagulation du sang et que nous appelons les plaquettes. À un moment donné, une cellule va se séparer des autres. Elle va évoluer pour son propre compte. Elle est devenue leucémique. Cette cellule va se multiplier, encore une fois pour son propre compte, séparément des autres. Elle ne va pas maturer, elle n'aura pas de propriété intéressante en tant que globule rouge ou globule blanc ou plaquette, et progressivement, elle va envahir toute la moelle osseuse et de nombreux autres organes. Et elle va donc étouffer toutes les cellules normales. Le traitement consiste en quoi? Oh, ben, au début, c'est un traitement en force avec des perfusions, des transfusions de sang, sans arrêt. Puis après, ça se calme un peu. On a on vient de temps en temps, une semaine tous les 2 mois, avec des transfusions pendant toute la semaine. La chimiothérapie a pour but de se débarrasser et de débarrasser l'organisme de ces cellules malignes. En réalité, un enfant qui est traité pour une leucémie aiguë va être traité suivant les cas entre 2 ans et demi et 3 ans. Et très vite, au cours de ces 2 ans et demi et 3 ans, le traitement va être un traitement d'entretien. Et ce traitement d'entretien va permettre une reprise d'une activité à peu près normale, en particulier scolaire, au prix d'un traitement continu fait à la maison, au prix d'une surveillance très étroite, aussi bien clinique que biologique, et qui va nécessiter des passages à l'hôpital. Le souvenir que j'en garde,
disons, il n'est pas mauvais, il est dur. Il est dur. Tu Voilà. te souviens de quelque chose de dur, mais a posteriori, tu reconnais, au fond, ce que tu veux dire, c'est que maintenant, c'est sur le moment que ça a été pénible. Sur le moment, c'est dur. Sur le moment, c'est très dur. Voilà, sur le moment, Très c'est dur. très dur. Bon, il faut se dire qu'il y a quand même une porte de sortie, hein. Ouais. Heureusement. Et quel souvenir conserves-tu de la première période, de la période de force? Oh, pas un très mauvais souvenir, je crois. J'étais bien soutenue par mes amis, bien gâtée par mes parents. J'étais en isolement. Samedi 21 octobre. Je change de chambre et rentre en isolement dans la chambre d'en face. Pour la première fois, maman est obligée de se laver les mains, de mettre une blouse, un calot et un masque pour venir dans ma chambre. Tout ce que je touche est stérile, mon repas aussi. Pendant le traitement de force, on est obligé d'isoler l'enfant dans une chambre stérile parce qu'il n'a plus de cellules pour se défendre contre les infections. Cet isolement peut durer de 1 à 2 semaines, parfois plus. Avant ma maladie, j'étais croyant, mais ma foi, elle était un peu pour moi, je crois. Et puis après ma maladie, je me suis ouvert au monde. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi. J'ai compris beaucoup de choses. Ce que je voyais à l'hôpital m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai une voix qui s'ouvre, une foi qui s'ouvre plutôt vers les autres. J'essaye de leur faire voir ce que c'est que Jésus, tout ça. Est-ce qu'on t'a dit à toi la gravité de cette maladie? On m'a pas dit au début, on ne m'a rien dit, non. Et on t'a dit ce que c'était? Non plus, non. Et comment tu as su ce que c'était? Je crois que je l'ai su par petits bouts, quoi. En retenant des noms, Mais le nom même de la leucémie, je ne sais pas ce que c'était. Alors, on m'a peut-être dit que c'était que j'avais la leucémie, mais ça m'a rien fait, quoi. C'était une maladie inconnue pour moi. Et tu as interrogé les médecins, les infirmières? Tu as cherché dans les dossiers? Tu as essayé d'interroger d'autres malades? Je crois pas, enfin je me rappelle pas avoir posé de questions. Peut-être oui, peut-être sur mes examens, oui. Je sais ce que j'ai eu, mais disons, ce terme-là ne me fait pas peur et non, j'en attache pas d'importance. Tu n'y attaches pas une importance Voilà. particulière. Disons que j'ai été soigné pour ma maladie, Oui. mais pas par... J'aurais eu n'importe quelle maladie, C'était pareil. j'aurais réagi pareil, hein. Voilà. Disons que c'est pas le terme qui m'a fait peur. Sylvain, quand on commence la chimiothérapie, il y a un inconvénient qui est très important, enfin, dont tout le monde parle, c'est la perte des cheveux. Oui. Bon, c'était arrivé aussi. Alors comment tu as vécu ça? Pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver comme ça un jour avec un crâne de bagnard? Oh, je sais pas grand-chose, je pense pas que... Enfin, ça m'a fait un choc, quoi. Enfin, on m'avait prévenu que j'allais perdre mes cheveux. Et puis j'ai vu d'autres enfants qui n'avaient plus de cheveux aussi. Bon, et pendant cette période où tu étais sans cheveux, tu allais à l'école. Oui, les médecins m'ont poussé à aller à l'école. Bon, et qu'est-ce que tu as dit à tes copains? Est-ce que tu portais un bonnet? Qu'est-ce que tu leur as dit alors? Oh, je n'ai pas dit grand-chose. Ils Ils ont rien demandé. Ils t'ont pas posé la question? Pourquoi Non. tu portes un bonnet tout le temps, même en classe? Je crois que les professeurs leur avaient dit. Comment ça s'est passé finalement quand tu as perdu tes cheveux? Le premier temps, j'ai perdu mes cheveux, alors ça tombait de partout. Et après, un petit peu, j'ai pleuré parce que je disais, oh, j'ai perdu mes beaux cheveux. Mais après, je me suis donnée. Mais il y a une fille dans ma classe qui est très méchante parce qu'après, à la récréation, des fois, elle bouge, comme elle a des longs cheveux, elle bouge les cheveux devant moi. Alors des fois, ça me donne envie de pleurer quand elle fait ça. J'étais bête parce que ma maman, un jour, elle m'a dit, mets-toi une perruque parce que sinon tout le monde va se moquer de toi. Moi, j'ai dit, mais non, ça me gêne. Et maintenant, je regrette de ne pas avoir mis une perruque parce que sinon, personne ne le saurait. Et cette chute des cheveux, il faut bien savoir qu'elle n'est que temporaire, qu'elle va guérir et que les cheveux vont repousser. Et que ce qui est considéré à juste titre comme très désagréable par les enfants et par leur famille ne sera qu'un moment dans la maladie et bientôt un mauvais souvenir. Quel rapport tu avais avec les médecins ou les infirmières? Oh, je crois que j'avais de très bons rapports. J'étais très gentil avec les infirmières, les auxiliaires puéricultrices surtout, qui s'occupaient de moi tous les jours, qui étaient au petit sein avec moi. T'étais leur chouchou? Oui, un petit peu.
Il était plein d'humour, il aimait bien jouer, il passait beaucoup de temps à jouer avec des jeux électroniques, il nous posait beaucoup de questions. Et je crois que progressivement, il s'est très vite posé la question à savoir quel genre de maladie il avait en fait. Et je crois que très vite, il a eu un doute sur sa maladie. Mais en fait, il n'a jamais voulu aborder directement le problème avec nous. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de penser que tu aurais pu ne pas guérir? Oui, peut-être. Oui. Mais j'avais pas peur. Tu n'as jamais eu peur? Non. Alors la mort, c'était quoi pour toi? C'était peut-être le début de notre vie. Voilà, pour tout vous dire, j'aime la vie. Mais je n'aime pas la pollution, les riches et la guerre. J'aime la nature, la forêt, les promenades, les animaux et tous mes amis et amis. Pour revenir à la maladie, je voudrais savoir comment tes parents l'ont vécu. Ça, tu nous l'as pas dit. Ben, moi, je les ai vus très calmes quand j'étais malade. J'ai vu qu'ils me soutenaient moralement. Je pense qu'ils ont essayé de bien me le faire vivre à moi, mais je sais pas trop comment ils l'ont vécu. On l'a pas couvé, on considérait, d'ailleurs lui-même, il sentait bien qu'on ne considérait pas comme un malade, quoi. Il ne fallait pas le considérer comme un malade, il fallait le considérer comme un garçon normal. Ce que le docteur nous avait dit d'ailleurs, il fallait qu'il continue ses études, qu'il vive normalement, sans qu'on sache, nous, il faut presque ignorer sa maladie, et que lui arrive presque à l'ignorer. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir le coup? Mes parents. Tes parents. Mes parents m'ont vraiment poussé parce que c'était pas facile tous les jours. Hein. Disons que moi, souvent, je leur ai reproché de ne pas avoir de sentiments, de n'être jamais passé par là, donc ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment c'était dur. Pour moi, personne ne pouvait savoir comment c'était dur. Ah, il y a que toi qui pouvais voilà. savoir. Donc, les personnes qui me poussaient, pour moi, c'est des personnes qui n'avaient pas de sentiments, qui me poussaient sans savoir où elles m'envoyaient, disons. Bon, et puis maintenant, je réalise que, heureusement que je les ai eus. Actuellement, dans le cadre des leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, qui sont les tumeurs les plus fréquentes de l'enfant, on obtient ce que nous appelons une rémission complète, qui va durer, dans plus d'un cas sur deux, dans plus de la moitié des cas, qui va durer plus de 5 ans et au-delà de 5 ans. Et à partir de cette date des 5 ans, la probabilité de rechute devient extrêmement faible. Et actuellement, les rémissions complètes que l'on obtient sont en nombre important, et ceci justifie l'espoir que l'on peut mettre dans le traitement de ces maladies. Sylvain, quel conseil tu peux donner à ceux qui ont la même maladie que toi? Leur dire de prendre courage, de rester courageux, de ne pas flancher. Penser qu'ils en sortiront.